M. Rodolphe Alexandre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de M. Gérard Holder, Mesdames et Messieurs en vos grades, fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs, en ce mois d'octobre, mois de la ville de Cayenne, qui en 2025 commémore ses 190 ans de municipalisation, je vous souhaite la bienvenue au sein du salon de l'Hôtel de Ville. C'est avec une grande émotion et un profond respect que j'ouvre aujourd'hui cette conférence consacrée à une grande figure guyanaise, Gérard Holder, comme cela a été dit juste avant, maire de Cayenne entre 1978 et 1995, dont l'action et la vision continuent de marquer notre ville capitale, en plus de son mandat de conseiller général et de vice-président de cette collectivité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Cayenne, mémoire et patrimoine, qui a pour vocation de raviver notre mémoire collective et de transmettre aux générations présentes et futures l'héritage de celles et ceux qui ont façonné notre cité, l'identité de notre ville. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement nos éminents intervenants, M. Antoine Caram, conférencier de cette rencontre, M. Rodolphe Alexandre, grand témoin de ces moments de mémoire. À travers leurs regards, leurs témoignages, leur vécu, nous allons explorer et revisiter ensemble le parcours de Gérard Holder, mais aussi mieux comprendre son empreinte sur la vie politique, sociale et culturelle de Cayenne. Gérard Holder reste ancré dans la ville capitale à travers deux équipements qui reflètent l'éventail des priorités qu'il s'était donné, notamment un collège. Nous avons pu apprécier la prestation des élèves de la classe CHAM et le centre de l'enfance transformé en établissement multi-accueil dont les nouvelles portes ont été ouvertes hier. Je souhaite que cette conférence soit un temps d'hommage, mais aussi de transmission, afin que l'histoire continue de nourrir nos ambitions pour l'avenir de notre ville capitale. Cayenne fête ses 190 ans d'histoire au service de son territoire. C'est aussi le patrimoine de Gérard Holder. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer que vous pourrez vous procurer très prochainement une planche de 8 timbres marquant la fondation de notre commune par la signature du décret colonial le 30 juin 1835 par le gouverneur Jean-Guillaume Jublin. Je terminerai en remerciant toute l'équipe de la direction du développement culturel et artistique à travers son directeur Ernesto Labrador et bien sûr tous les autres collaborateurs qui se sont mobilisés. Avant de vous souhaiter une excellente soirée, je voudrais tout particulièrement apprécier la présence de collaborateurs et de collaboratrices qui ont apporté à un moment de leur parcours professionnel leur expertise au sein de la ville capitale, ainsi que pour ceux qui encore aujourd'hui portent le nom, l'histoire, l'héritage de Gérard Holder et qui aussi, à travers nos services, ont façonné notre collectivité. Je vous souhaite donc une excellente soirée et je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, je vous mets cette planche qui très bientôt sera mise en vente dans notre partenariat avec la Banque Postale et qui présente une planche de 8 timbres que vous pourrez utiliser, mais qui marque nos 190 ans. Je vous remercie. Merci, Madame le maire. Le moment est venu pour nous de donner la parole à notre conférencier. J'appelle donc Monsieur Antoine Caram, donc notre conférencier qui va prendre la parole afin
train de nous relater donc la vie de M. Gérard Holder. Donc, conférencier historien sur les applaudissements, M. Antoine Caral, s'il vous plaît. Monsieur Caral, c'est à vous. Merci. Madame le maire de la ville de Cayenne, mesdames et messieurs, les élus de Cayenne et de Guyane, mon cher Rodolphe, historien et intervenant de grand témoin, mesdames et messieurs, les parents, amis de Gérard Holder, et toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir pour retracer pendant quelques instants l'itinéraire et le parcours de ce grand Guyanais ici présent, Gérard Holder. En fait, mesdames et messieurs, deux raisons m'ont incité à accepter la proposition de la ville de Cayenne dans sa programmation culturelle en début d'année à présider cette conférence. Ce soir, conférence qui se déroule ce soir dans la salle de délibération du conseil municipal. La première, c'est que Gérard Holder a passé 30 ans dans ce bâtiment. D'abord en tant que conseiller municipal, puis en tant que premier adjoint de Gérard Holder, enfin, de juillet 1978, suite au décès du sénateur-maire, il devient le premier édile de la ville de Cayenne jusqu'en 1988. Durant cette période, le militant de base qu'il fut émerge une âme d'anticipateur et de bâtisseur sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. La deuxième, c'est qu'il est opportun et nécessaire de présenter l'action des Guyanais, femmes et hommes, qui ont joué un rôle dans la vie publique, politique, économique, sociale et culturelle de la Guyane, pour que les générations du présent et du futur puissent se réapproprier notre histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette conférence, intitulée Gérard Holder, une vie au service de Cayenne et de la Guyane, je vous réitère tous mes remerciements. Madame le maire, de m'autoriser ce soir à revenir sur le parcours d'un militant dont l'humilité et la pondération ont reflété la richesse de sa pensée et de sa personnalité. Je dois remercier mon épouse Marc dans son engagement à mieux faire connaître l'histoire de cette ville tout au long de son mandat de maire adjoint de l'Église à la culture, ainsi que la direction culturelle présente ce soir dans l'organisation de ce moment d'histoire et de débat. Pour tout vous dire, j'ai passé plusieurs semaines aux archives territoriales à lire la presse. France Guyane, la presse de Guyane, Cayenne Hebdo, dont il fut avec à ses côtés Rodolphe Alexandre qui en parlera mieux que moi, l'initiateur de cette revue. Ses mémoires autobiographiques, ses bilans, Cayenne de 1800 à 1978 à nos jours, et qui témoigne de la richesse de son action au service de la ville capitale lorsqu'il remplace Léopold Héguer le 9 juillet 1978 à mars 1985, il décide de ne pas se représenter après 3 mandats, 1978, 1983, 1983, 1989, 1989 et 1991. En ce qui me concerne, j'ai côtoyé et travaillé avec Gérard Holder de 1977 à 1995, soit 18 ans au conseil municipal de Cayenne et au sein du conseil général de la Guyane, de 85 à 98, après qu'il eut succédé à Jules Gaille dans le canton sud-ouest de Cayenne, ce qu'on appelle rencontré. Alain Tiagnon le remplaça en 1998. Si vous trouvez les pétitions, on va attendre à nouveau l'envoi de gérance, ça vaut 30 secondes.
était du monde de la Renaissance guyanaise, c'est-à-dire le parti fondé par Jacques Fabre, est venu avec, il a contacté Jucal, qui était dans le milieu gauche, est venu avec Mme Robertin, et presque, je dirais, la plupart des gens qui étaient à la Renaissance guyanaise. Dans le parti, on pouvait compter sur une main les intellectuels qui dépassaient, qui avaient le niveau bas déjà. Merci. C'est dommage, on n'a pas pu nous en parler, mais enfin, on va tout là et reprendre tout ça tout à l'heure. Alors, je peux reprendre? Merci. Alors d'abord, l'enfance et l'adolescence. Comme vous le savez, Gérard Holder est né à Regina le 3 mars 1929. De parents originaires de Sainte-Lucie, qui étaient venus s'installer sur la Prouague, attirés par l'activité aurifère et le petit commerce rattachant. Son père trouva un emploi à la maison Marola Pitié, un des établissements de Regina, aux côtés des établissements Canon, qui approvisionnaient les employeurs dans les classes. Sa mère était une femme au foyer très active, très dynamique, qui s'occupait de sa famille, de ses enfants, et aussi de l'autosuffisance alimentaire de nombreuses personnes vivant à Regina. Il fut scolarisé dans les deux écoles du bourg de Regina, de la maternelle au certificat d'études primaires, appelée CEP. Et Gérard Holder passait ses vacances sur les sites d'orpaillage, notamment chez sa parraine, Pierrette Bécouleur, à Ipoussin. Ipoussin, c'est là qu'elle est la mère aussi. La religion catholique tenait une place importante dans la famille. Il participait à la fête du Saint-Esprit, comme nombreux dans le vivant, du 24 mai au 24 juin. Avec la réduction de l'activité agroalimentaire dans les cancers, la famille s'installe au début des années 1940, rue Christophe Colomb à Cayenne. Inscrit au petit collège, du Samuel Chambaud, puis au lycée Félix Éboué, de l'enseignement primaire au supérieur, il obtient le brevet élémentaire puis supérieur afin d'exercer la fonction d'instituteur. C'est l'époque, dans les années 40, où le régime de Vichy, et il le disait souvent, obligeait les élèves à chanter tous les matins dans la cour « Maréchal, nous voilà ». Travail, famille et patrie du maréchal Pétain. C'est aussi la période où il fait connaissance avec ses camarades, notamment les Caristan, Madeleine, Ruslan, Ségas, mais surtout, une pensée pour lui, qui malheureusement ne peut pas être présent ce soir, Georges Chaumet, son voisin avec qui il tisse un lien très fort. Parlons maintenant d'abord du dirigeant sportif. Un acteur de premier rang, pratiquant du scoutisme. Il avait comme jeu favori le football de rue, 5 à 6 joueurs par équipe, des mini-terrains au camp réduit, où s'affrontaient les jeunes des quartiers. Souvent des ballons étaient des citrons enroulés de rondelles, de chambres à air, de vélos. Les finales se déroulaient place d'État-Nice, sous l'œil des recruteurs des grands clubs de l'époque. Naturellement, d'abord la SSG, le sport lyonnais, l'Association sportive et littéraire du sport lyonnais, avec Régis, Jean Caram et M. Rollet, le Red Star, les Frères Célestins, Volmar, Stanislas, l'Olympique de Cayenne, Martin Montella, le Guyane, Belloni qui va fonder plus tard le Racing de Guyane, Luzbek, Valvec et bien d'autres encore. Il débute sa carrière à l'Olympique de Cayenne. Durant 2 saisons, le Red Star, et en dehors du foot, il est un excellent athlète en athlétisme, coureur de 5 et 200 mètres, il était très rapide, dont il fut plusieurs fois champion de Guyane. À Kourou, il a lutté en tant qu'enseignant avec quelques amis musiciens, Antoinette, Discol, Runam et Frère Gabriel. Il crée le Geldar de Kourou qui était l'anagramme de son prénom. Dans ce club historique, il est à la fois entraîneur, animateur, secrétaire général, une équipe, le Geldar, qui marque encore depuis des décennies le football lyonnais. C'est un très bon résultat et son expérience footballistique lui ouvre les portes aux côtés de Georges Chaumet
de la sélection de football de la Guyane en tant qu'entraîneur, avec la satisfaction d'une victoire face à la grande équipe du Suriname et un match nul contre l'équipe professionnelle de Ligue 1 du FC Sochaux au Parc des Sports devenu Stade scolaire et ensuite Stade de la Fontaine, Jean-Paul de la Fontaine. Nous sommes en 1965, je m'en souviens car j'étais adolescent mais très présent au match avec moi. Enfin, dans le domaine de ses activités socio-éducatives, il quitte avec quelques amis Bertrand Lony, Léo Tilly, les Éclaireurs de France pour fonder des CNEA sans entraînement en école d'action éducative. Et sous l'impulsion de son collègue et ami qui malheureusement est hors de Guyane, Raphaël Robinson, il fait une section de Guyane de Franc et Franche Camarade. L'objectif étant d'organiser et d'encadrer plusieurs centres de loisirs sans hébergement et de patrimoine dans les écoles. Quel aura été son parcours professionnel? Partant d'un principe qu'un élu politique en général une profession, Gérard Olivier n'a pas échappé à la règle. En effet, détenteur de son brevet élémentaire puis supérieur, d'abord, durant peu de temps, il a travaillé à la régie départementale de l'eau et de l'électricité, pas très loin d'ici, je vais dire, comme installateur-monteur, c'est-à-dire qu'il effectuait des branchements électriques dans les foyers. Il poursuit ses études de carrière et sa carrière, son début de carrière plutôt, à la direction départementale des ponts et chaussées, affectée à la division des travaux. Puis, des possibilités d'intégrer les services de l'inspection académique au lycée Félix Ségoué. Les portes lui seront ouvertes pour l'éducation nationale comme auxiliaire sous l'autorité d'un certain Eugène Beaumont. Et par arrêté numéro 210 du 20 octobre 1954, il devient instituteur suppléant à l'école des garçons de Cayenne Samuel Chambaud, avec comme directeur M. Auguste Lévy. Avec son succès à l'examen du certificat d'études pédagogiques, il est mis à Congo en tant qu'instituteur adjoint pour devenir par arrêté 1197 du 22 août 57 directeur de l'école mixte de Courbet. Au début des années 60, le directeur de la jeunesse et des sports, M. Bertrand Lony, lui ouvre cette offre où il accède au poste d'adjoint de direction. Devenu maire en 1978, l'administration centrale a estimé qu'il y avait une incompatibilité à exercer les deux fonctions. Gérard Olivier est nommé en octobre de la même année, jusqu'à sa retraite, directeur de l'école Edmar Lacarné à la cité Nice. Son action politique, le parcours de Gérard Olivier, est le fruit d'une grande amitié avec ses collègues enseignants Paul Camille, certains s'en souviennent, et Henri Agaron, proche de Justin Cataillé qui les invitait chez lui, rue du 14 juillet, pour discuter politique avant de créer le PSG, Parti Socialiste Guyanais. Une déclaration fut déposée à la préfecture de Guyane le 12 mars 1956. Après avoir soutenu le futur député Cataillé aux élections législatives de novembre 1958, puis au cantonal de 1959 au canton nord-ouest de Cayenne, Holder est lui-même candidat aux élections du Conseil général en 1961 pour le canton de Regina, dont il est originaire, et où il est battu par le maire très connu, conseiller général sortant, M. Léonville. C'est donc à cette période qu'il intègre le comité central du Parti socialiste, alors avant qu'il était le comité directeur du Parti socialiste guyanais en tant que délégué de la section des jeunes du parti. Parmi ces délégués, des noms très connus, Robert Batti, Jean Cataillé, François Couvé, Tibios Lacuna, Erika Harvey, Jocelyne Hébert, Roger Corali et Raphaël Robinson. C'est donc en toute logique qu'il occupe des fonctions politiques et électives au Front démocratique guyanais. En démocratique guyanais, vous connaissez, on va en parler tout à l'heure, les événements des 14 juin, la répression du 14 juin et la mort de Justin Cataillé. Le Front démocratique guyanais était présidé par le René. Il est élu dans la foulée avec la dynamique. Moi, je me souviens, enfant, des grandes manifestations de rue
à l'avenue Général de Gaulle, lorsque plus de 500 à 600 personnes descendaient dans les rues pour demander à M. Barra de partir, nous étions en 1970. Et c'est dans la foulée qu'en 1965, M. Léopold Lumière, puis conjournaliste, devient maire de Cayenne et lui, Gérard Albert, conseiller municipal. En 1971, Cayenne est une ville de 34 000 habitants. Je ne sais pas combien nous sommes de temps, mais certainement plus de 60 000, et même plus. Voilà. Pouarière est élu troisième adjoint supplémentaire. En 1977, Henri Agarand étant malade, il devient premier adjoint, puis maire en 1978, et c'était bien le 9 juin 1978, et cela jusqu'en 1995. J'y reviendrai. S'agissant du Parti socialiste libéral, après 5 années passées à Paris, Holder est membre du comité central par cooptation où il siégeait durant 30 ans jusqu'à sa retraite politique. Au 4e congrès du Parti socialiste, 1985, il devient secrétaire général par acclamation. Il est reconduit en 1987. On peut retrouver son action dans un document qu'il a rédigé intitulé Bilan de 2 mandats à la direction du Parti socialiste libéral. Il s'était fixé 2 objectifs. Doter le PSG d'un véritable siège à la cité Césaire. Vous voyez quand vous passez sur la route de la Vallée. Rétablir l'autorité du Parti socialiste libéral sur la base du centralisme démocratique pour en finir avec les courants considérant qu'ils perturbaient l'organisation et l'autorité du parti. Reconduit à la direction, il eut le privilège d'inaugurer en présence de Lionel Jospin le siège actuel du PSG. C'est donc un parti structuré tant sur le plan politique et administratif qu'il laisse en 1989. Marqué par la défaite des élections sénatoriales, dont il fut en tant que secrétaire général du ministère désigné, de retour à la base, il continua à œuvrer et à porter sa contribution jusqu'à la fin de sa vie. Deuxième partie, pourquoi Gérard Albert devient maire de la ville capitale? En 1965, comme signalé déjà, la liste conduite par Léopold Lumière est intitulée Front démocratique libéral, qui regroupe le PSG, une partie de la SFI, le secteur français de l'international ouvrière, socialiste, les syndicats dans l'UPG, sur l'indépendamment, dans le conseil municipal en 1965, et des personnalités au monde économique, social, du monde économique, social et culturel, qui remportent largement les élections face au maire sortant du docteur Roland Barra, en place depuis le début des années 50. C'est l'alternance dans une ville, comme je l'ai dit, qui à l'époque, en 1965, comptait un peu plus de 20 000 habitants. 6 ans plus tard, au renouvellement de 1971, de nombreuses missions lui sont confiées en tant que 3e adjoint supplémentaire par Léopold Lumière de sénateur. Fort de son très bon bilan lors de la victoire de 1977, il est nommé premier adjoint à l'unanimité. Même le sénateur-maire décède, comme je vous l'ai déjà dit, le 9 juillet 1978 à la suite d'une longue maladie. Désigné par le PSG pour prendre la succession de l'air, Holder est largement élu à la majorité, 25 voix pour et 8 contre, face à Albert Lecamp, principal responsable du parti, l'unité guyanaise, et soutenu par les jeunes du conseil municipal de Cayenne. Devenu maire, il ne restera 3 mandats. 78-83, premier adjoint Richard Wassy, 83-89, premier adjoint Émile Pec, 89-95, premier adjoint Émile Pec. L'objectif est de poursuivre le programme de Léopold Lumière et de réaliser lui-même ses propres projets. Les projets, on va les étaler de 78 à 94. La mort brutale de guerre n'entame en rien la volonté politique de poursuivre et de concrétiser le programme qui avait conduit la ville de Cayenne à l'alternance. Au niveau de l'investissement, on assiste à une véritable transformation du pays. La conquête sud, lancée par Léopold Lumière, le sud-est, sud-ouest, n'est plus que jamais une priorité. Il faut franchir le cap de l'adoption. Les marocages sont définitivement remplacés par nos quartiers, comme vous connaissez le plan de voir, la rénovation. Côté nord, le boulevard Juin n'est plus une frontière.
Le carrefour du Petit Monaco est facilement atteint. L'objectif est d'arriver jusqu'à Suzini, par les routes non bitumées pour certaines, les routes départementales et par la route de Montagne. Tout au long de ces routes départementales, les cités fleurissent. Châton, Castor, Châtenay, Pédon, Augustin, Grand, Marcel, Zéphyr et Neuchâtel, et bien encore par la suite, à la cité de l'homme notamment, et quartier Bordeaux et tout le reste. Le centre de Cayenne devient un chantier. Rénovation du marché central, lieu de vie de rassemblement pour les communes du village. De nouvelles stèles et loges sont aménagées pour répondre aux besoins. La réhabilitation à l'époque de cette superstructure va coûter 800 000 francs. Vous avez compris, à se former 100 000 euros. L'assainissement et la réflexion de la route du 11 novembre pour l'amusement, 680 000 francs. L'aménagement de l'ancien château qui se poursuit. Nous devons rencontre très appréciée aujourd'hui encore, malgré les cas d'étudiés cycliques qui obstruent le regard vers la mer. Construction de l'école de Bologne, après Servierité, grâce à une participation de l'État. Ah, je me suis trompé, Servierité, c'est une autre. C'est juste à côté. Tout à fait. Je vais vous expliquer. Je vais arriver dans le Eliette, grâce à une participation locale. Construction de la piscine municipale olympique de 50 mètres fonctionnelle fin 82. Réflexion vers les trottoirs, le volet de la HLC et du petit déploiement italienne. L'éclairage public avec le Conseil général et de Montrado jusqu'à Suzini. Aménagement du canal de la première phase du canal de l'Est. Pose de la première pierre du centre socioculturel en 1983, dont le directeur était Roger Garay. Modernisation du cercle du Bavière avec pour principale réalisation de nouvelles cliniques pour organiser la CONCACAF, un éclairage de 800 litres, des bâtiments pour l'installation du service postaux. Et surtout, c'est un moment fort pour moi et pour d'autres, réalisation et inauguration d'une piste synthétique pour l'athlétisme militant, inaugurée en présence de Michel Bernard, grand champion, qui était président de la Fédération française d'athlétisme, le 1er mai 1985. Ces équipements ont permis l'organisation du 3e jeu de Guyane devant plusieurs milliers de spectateurs avec des athlètes du niveau mondial et la coupe de tête aura été attachée à quelques en 1983, championnat mondial, un certain Caetano da Silva, brésilien, 2 fois médaillé olympique, soit 200 000. L'accompagnement financier et matériel dans la radio, et dans le patrimoine, KPM 102, qui a été un des auditeurs les plus précieux, un des collaborateurs les plus précieux, KPM 102 avec Roger Caram, sur le map qui va installer le télé. Les objectifs fixés ont été largement dépassés. S'agissant du fonctionnement, on constate une nette restructuration de l'ensemble des services et la création de nouveaux services. Objectif, c'est mettre en place une meilleure gestion de l'administration municipale, service des élections, presse et documentation, installation de l'informatique, paiement et traitement des salaires, état civil, finance. La principale ambition est de faire une collectivité moderne et dynamique, malgré un manque de recettes qui engendre des difficultés financières contrôlées par une commission spéciale commanditée par la Chambre régionale de paix. 12 millions d'euros de charges sociales et de dépenses d'investissement qui passent de 8 millions à 54 millions 82 pour une ville de 40 000 habitants alors que les ressources étaient prévues pour 30 000 habitants. C'est aussi la période où Cayenne s'ouvre au monde extérieur avec la participation régulière au Congrès mondial de 8 juillet. Donc, les perspectives pour l'avenir. La citation, après moi le déluge, ne convenait pas chez la relève. Il déclarait dès son installation pour son troisième mandat qu'il en serait le dernier. À l'aide du principe, stabilité, efficacité, progrès, il continue et réalisable tous les grands chantiers du gouvernement. Les équipements sportifs dans les quartiers des écoles élémentaires, les équipements socioculturels, les classes et jardins, les monuments, aux musées, aux pluvieux. Le maire de Cayenne a toujours considéré qu'il fallait planifier le futur. Les forces Pérou, la place au Liban, au Bussort, qui était le sujet d'actualité, la réflexion des chaussées,
l'aide sanitaire, la cafetière, le marché de poissons, l'utilage de l'électrification, addition non comptable de la cité dans la cité de Cayenne, ville propre, ville sportive et culturelle. Ainsi, tous les maires qui se sont succédés ont renforcé cette planification, faisant de Cayenne un chantier permanent. Néanmoins, Gérard Roger a reconnu si tous ces projets ont été en grande partie lancés et réalisés, il a dû faire face à un certain nombre de freins de l'administration centrale dans de nombreux domaines. Transfert de compétences, non-accompagnement financier, faiblesse du tissu économique aggravant les déficits des collectivités locales, recensement défavorable de 1990 qui en grande partie a affecté les recettes attendues, migration, encore sur des actualités, non contrôlée avec des conséquences néfastes, l'environnement et le confort général du cadre de vie. Malgré ces handicaps, la ville de Cayenne a assumé ses responsabilités au nom de l'esprit socialiste et progressiste qui animait les conseillers municipaux. L'objectif a toujours été, durant cette décennie, d'œuvrer pour le bien-être communal, insertion des Cayennes dans sa vie et dans son environnement. Pour conclure, mesdames et messieurs, au moment de clôturer nos travaux et au nom de l'histoire, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer devant vous ce dont Gérard Roger a lui-même relaté dans son autobiographie. Et je cite, les tracasseries administratives et judiciaires, au moment même où il aspirait à une retraite professionnelle tranquille et vérifiée. Tout commence d'abord, comme à cette époque, quand ça a été remplacé par WhatsApp, les tracts, les graffitis sur les raviolis, dans un contexte politique détérioré, les calomnies, médisances, insanités et insultes, ils sont inondés. L'affaire du terrain Ernest René. Comme de nombreux parents alliés, les conseillers municipaux, la commune avait vendu, en respectant les règles, un terrain perdu dans la zone insalubre du quartier chinois, du lac chinois. Écoutant le matraquage médiatique, la justice a voulu faire croire qu'il s'agissait de traitement, un de ses fils, dans une opération réalisée au profit du mineur, mais qui n'a jamais été effectuée. Finalement, après avoir réalisé un examen, et comme il n'y avait aucune preuve, Holder bénéficia d'un annulé. Deuxièmement, l'affaire Pacaré. Une affaire qui débute en septembre 1995, alors que l'ancien maire de Cayenne était parti en vacances en France, à Isabelle. De quoi s'agissait-il? Monsieur Pacaré, courtier de son État, s'était proposé par le biais de son directeur des finances de l'époque, de la ville de Cayenne, de suivre les traits des dossiers financiers de la collectivité auprès des banques pour lesquelles il travaillait. Si les procédures ont été respectées et les prêts accordés, Pacaré s'est retrouvé au cœur d'une vaste affaire d'escroquerie où bon nombre d'élus de France et d'outre-mer étaient impliqués par la brigade financière du Montpellier. N'ayant pas les réponses attendues par les juges, l'ancien maire de Cayenne est déféré devant le juge d'instruction, Mme Edith Boiset, qui le fait incarcérer à la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne avec pour chef d'accusation fort d'écriture publique et usage de faux, détournement de fonds publics, corruption passive. Les avocats du maire avaient même fois démontré que les dossiers étaient vides et que la corruption n'existait pas. Finalement, le 22 avril 1996, après 7 mois d'incarcération, Gérard Holder est libéré après avoir passé 209 jours de détention provisoire. Je n'ai jamais entendu ce plaindre jusqu'à son départ en 2007. En vérité, les actes qui lui ont été reprochés et inspirés de ses avocats, et je cite, quand on construit sa maison, on ne pense jamais aussi peu. Ainsi, Gérard Holder, enseignant, directeur d'école, inspecteur de la jeunesse et des sports, entraîneur de la sélection de football de la Guyane, conseiller municipal, maire de Cayenne, conseiller général, conseiller régional, secrétaire général du Parti socialiste libéral, décédé le 25 décembre, jour de Noël 2007 à Cayenne. Médaille d'or de la jeunesse et des sports, commandeur de l'Ordre national du mérite, journée de la Légion d'honneur.
Son corps fut exposé ici même, là, dans la salle de délibération du conseil municipal. Une foule nombreuse l'a accompagné au cimetière de Cayenne le 28 décembre 2007. Gérard Older, mesdames et messieurs, a marqué l'histoire de Cayenne et du Méridional de son empreinte, qu'il ne soit pas oublié. Je vous remercie. Le parti fondé par Jaffa est venu avec la initiative locale, qui était l'homme de gauche, est venu avec Mme Robertin et presque, je dirais, la plupart des gens qui étaient à la Renaissance guyanaise. Dans le parti, on pouvait compter sur une main les intellectuels qui dépassaient, qui avaient le niveau bas déjà. La parole est maintenant. Donc, on peut arrêter maintenant les paroles. La parole est maintenant donnée au grand témoin. Donc, j'appelle au micro M. Rodolphe Aliasson, docteur en histoire, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. D'abord, vous allez excuser ma voix parce que je reviens de Paris où j'ai tenu 2 conférences et puis j'ai dû prendre froid quelque part. Madame le maire et vous tous, amis de la Guyane et amis de l'histoire de la Guyane, je remercie donc Antoine de me donner la parole en tant que grand témoin. Je ne sais pas si je suis plus grand témoin qu'un petit témoin ou autre témoin, mais en tout cas, ce passage retracé par Antoine est profond et d'une force historique conséquente. Gérard Older mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Gérard Older est d'abord un homme élevé dans les valeurs de l'humanisme. Antoine ne l'a pas dit, mais nous avons retrouvé des documents où un jeune éclaireur de France, sous la direction de Samuel Chambaud, il fait la connaissance de Cataillé. Cataillé partira avec sa famille en Martinique, et puis aura le périple que l'on sait. Mais en 1953, quand Cataillé va revenir, les amis éclaireurs de France, Cali, Agarante, Cataillé vont se retrouver. Qui fait que ce n'est pas un homme expérimenté sur le plan politique, mais les valeurs des éclaireurs de France, du respect, de la transmission du savoir, vont très rapidement les rapprocher. Donc, premier élément, et permettez-moi, la famille le sait, c'était un franc-maçon pendant un moment. Il a adhéré à la Grande Loge de France avec son ami Choumette, et il n'a pas apprécié particulièrement, parce qu'il trouvait qu'il y avait un caractère élitiste, inégalitaire également, et donc 6 ans après, il a rompu et il est parti. Mais il a pu toucher aux valeurs. Il a connu les grands vénérables comme Emmanuel Valette et Desboues. J'ai eu le temps de discuter avec lui sur cette approche. Donc un humaniste, un homme extrêmement généreux, parce que, bon, on n'a pas le temps, mais c'est lui qui a mis en place le plan des carrières des fonctionnaires. Le monétaire, je vais toujours comparer à un homme d'État. Je ne suis pas très, on va dire, chercheur sur les monétaires, mais la gestion même, la proximité, c'était Gérard Older et Agarante. Et donc, toutes ces personnes qui étaient autour du parti, qui n'avaient pas de plan de carrière, qui n'étaient pas, comment dire, à l'époque, pour être titulaire ou autre, c'est lui qui va mettre ce plan de carrière. Et ainsi favoriser les recrutements au niveau donc de la menée. Antoine l'a dit, c'est un bâtisseur. Il ne le paraît pas. Peut-être qu'il n'a pas l'image d'un Montigny avec ses lycées, avec ses ponts, mais lui, c'est sa ville. Et Antoine l'a très bien décrit, de l'Est à l'Ouest, c'est la conquête des marécages, la reconquête des palétuviers. Et il disait aux gens, installez-vous, on verra après. C'est-à-dire qu'on remplaît, on installe, et c'est ainsi qu'elle est Jean-François, Pascaline, Bonhomme, Brutus, tous ces quartiers-là, c'est Gérard Older qui y a passé.
Il y a un élément important qu'on n'a pas retrouvé. Et Gérard ne me l'a jamais expliqué. Peut-être que la famille, je n'ai pas le temps de vous appeler, était-il vraiment saint-lucien? Est-ce qu'on a retrouvé l'état civil saint-lucien? Il ne m'a jamais répondu à la question. Il est d'origine de la Caraïbe, Saint-Lucie. Alors ça peut être Barbade, ça peut être à la Dominique. Parce que moi j'ai 2 filiations, à la Dominique et à Saint-Lucie. Mais c'est le point sur lequel il n'a pas souvent abordé. Maintenant, sur le plan politique, tu l'as pas dit, parce que je te connais, Antoine, par condescendance, par respect. Mais Gérard avait des adversaires au sein de la mairie. Lorsque Gérard a été candidat après le départ de Léopold Hébert, le pauvre, certains ont dit que Gérard ne peut pas assumer la mairie de Cayenne. Et qu'en l'occurrence, il fallait quelqu'un d'autre, plus diplômé, parlant mieux le français. Alors, c'est pas que Gérard ne parlait pas bien le français, c'est que Gérard est très intelligent, il a un emballement de la parole. Comme on est très intelligent, on a un emballement qui fait que parfois, eh bien, on broutille sur tel mot. Mais si vous prenez les discours de Gérard devant Jox, devant le Premier ministre, je dis son nom, on regarde l'autre, vous allez avoir un discours parfait, réglé, avec une syntaxe, une sémotique. Donc, qui fait que, pendant un moment, Gérard a dû se battre à l'intérieur même du parti pour prouver le travail qu'il avait réalisé et ainsi garder la présidence, la première magistrature. Et c'est là, tu ne l'as pas dit, et c'est dommage, c'est dans ma voiture. Et c'est là qu'il a sorti le petit livre blanc. Le petit livre blanc qui faisait le bilan de toutes les opérations qu'il avait réalisées, les équipements, les appels d'offres, était totalement transparent et neutre. Et c'est là que Rival, le ténor du parti, passera dans la maison de chaque militant pour récupérer ce document et le brûler par la suite. Bon, il en restait quelques-uns, je pense qu'Antoine en a un, quand moi j'en ai un. Et donc, il a dû justifier pour pouvoir gagner ces élections. Et tu l'as bien dit, il y a 8 militants qui vont voter contre lui et qui, pendant fort longtemps, vont le poursuivre d'une certaine arme. Le troisième élément que je veux souligner, c'est, tu l'as dit, c'est son retrait après par rapport au parti. Le parti de Cataillé, le parti qu'il avait connu, ce parti qui était un parti des militants, des gens de la souffrance. Je rappelle qu'au début, le PSG était qualifié de parti de la racaille. C'est les termes qu'on employait, Roland Barra et bien d'autres. Et donc ce parti est arrivé au pouvoir, qui gérait maintenant la ville de Cayenne, qui avait un poste de député. Gérard, au bout d'un moment, il ne va pas comprendre les manigances de Daniel Truffaut, ou du moins les stratégies entre les Castor et Georges Otigny. Nous pouvons dire aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour Darcy, Sophie Miron, Georges Otigny voulait aller au Sénat, il valait mieux le laisser aller au Sénat. Pourquoi? Parce que le PSG aurait gagné à ce moment-là un poste de parlementaire et nous savions déjà que la bataille allait être rigoureuse, elle est sous-bordée. Aujourd'hui, si je dois faire un mea culpa, je pense, plutôt que d'aller confronter Georges Otigny, il fallait mieux trouver le consensus. Ce qu'on n'a pas su faire, par exemple, avec Madame Borromée, ce qu'on n'a pas su faire après avec d'autres qui sont partis, et ça a été ainsi la catastrophe annoncée au niveau du Parti socialiste guyanais. Ce qui n'a pas empêché à Gérard d'avoir des liens très affectueux avec Georges Otigny, même par la suite. Alors il y a un point, moi, qui me touche, bon, c'est toi qui l'as dit, le procès. Le procès était ignoble. À l'époque, nous ne disposions pas de ces avocats pertinents, médiatiques, qui ont un langage au vitriol. Et nous n'avions pas, c'était une générie de cabinets, nous donnons des notes pour contrer l'État. Tu as dit qu'il ne voulait pas être candidat. Il l'avait annoncé. Mais je ne suis pas certain qu'il voulait véritablement se retirer. Et c'est peut-être l'État français qui a voulu qu'il parte à travers ce complot unique
qui certes est parti de délations, de petites coupures de presse, de tracts, qui est remonté au niveau de Paris, parce que, à la même époque, Gérard avait obtenu la Légion d'honneur, décernée par Pierre Jox. Donc c'est pas une mince affaire. Et finalement, eh bien, la montée en puissance de l'opération a conduit Gérard à aller en prison. Ce que je regrette, c'est qu'à l'époque, peu de militants, peu de camarades étaient là pour faire la conférence de presse. La conférence de presse, il y avait 3 personnes. Il y avait Maurice Séquière, Rival et Rodolphe Alexandre. Et personne d'autre. Et jusqu'à sa mort, Gérard a toujours eu cette reconnaissance pour nous, parce qu'en fait, les médias étaient contre lui, la presse, la télévision, l'État qui était fini, parce qu'il a commis une erreur de partir en France pour ses vacances. Et donc, arrivé en France, on a saisi et mis en prison, déféré en prison. En restant en Guyane, je ne suis pas certain que cela aurait pu se passer. Le cas de Gérard n'est pas le cas d'Éric Castor. Et puis, il faut dire, tu l'as dit, l'affaire Pacari n'est pas une affaire de Gérard Rondeau. L'affaire Pacari, ce sont des fonctionnaires qui sont venus donner à Gérard des documents qu'il n'avait pas demandé. L'affaire Pacari, c'est les bons du trésor. Il n'y a qu'une copie, aucune manigance. On vous donne un bon trésor, vous n'allez pas en prendre, parce qu'on vous suit jusqu'au bout du monde, et c'est ainsi qu'est née l'affaire Pacari. Donc, aujourd'hui, Madame le maire et les conseillers municipaux, peut-être qu'il y a une page à réécrire. Trouver un jeune à l'université qui pourrait pourquoi pas faire un mémoire, une thèse sur Gérard Rondeau, l'histoire de la Cayenne, etc. Mais je pense qu'il mérite mieux. Parce que tous ceux sur lesquels nous reposons aujourd'hui, à travers sa géographie, à travers sa composite, à travers son évolution d'agglomération, c'est Gérard Rondeau qui a pensé. Voilà, c'est les quelques mots que je me dis. Alors, enfin, oui, bon, Gérard était, je dis Gérard, mais quand sportivement, je disais Monsieur Rondeau. Les autres disaient Gégé, mais moi, Monsieur Rondeau. Gérard, c'est un homme humain. C'est-à-dire que vous donnez une idée, il réfléchit, et après il vous donne le feu vert. Roger Caram avait lancé une radio, et au départ de Roger Caram pour le département, c'est moi qui prends la succession. Et à l'époque, nous sommes au centre socio-culturel qu'il a fait construire par un entrepreneur, M. Pesé. Je n'ai jamais compris pourquoi ce bâtiment-là, on avait. Oui, on dit qu'ils sont français, etc. Je n'ai jamais compris. Ce bâtiment, il y avait une salle de théâtre, il y avait une salle de danse, il y avait la radio, bref, il y avait des chants. Et nous avions une radio, Madame le maire, qui rivalisait avec ce qu'on appelle aujourd'hui Guyane Première. C'était simple, on trichait aussi. C'était simple. On avait des sponsors tous les mois donnaient quelque chose, et on avait les agents de la mairie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Les agents, en fait, travaillaient au sein de la radio. Et on a réussi à nouer un contrat, tenez-vous bien, avec Radio Monte-Carlo. C'est-à-dire qu'on avait 24 heures sur 24, Marseille pour le football, Monaco, Paris Saint-Germain. Les gens allaient au match avec leurs transistors, ils suivaient le match de visu, ils avaient le transistor à l'oreille. Et surtout, Radio Tout, on avait toutes les communautés qui y parlaient. Amérindienne, Bouchidendé, Saint-Lucien. Et la radio a un tel succès, notamment pendant le tour de Guyane, que Anastasie Boquet, directrice de Guyane Première, c'est à ce moment qu'elle a lancé l'hélicoptère pour essayer de couper gros à la dimension d'RTL. Parce que tous ces plateaux artistiques que maintenant vous faites, c'est RTL qui les faisait. À Kourou, tu te rappelles, tu venais danser, chanter, etc. À Kourou, à Saint-Laurent, c'est nous qui amènons la caravane au niveau des chants. Donc, RTL, ça marchait très bien. Radio libre. Et Cayenne Hebdo, avec Claude Innocent, Madame Le Pelletier et bien d'autres, toutes les semaines, c'est ça je crois, toutes les semaines, on sortait un document qui retraçait le programme de la mairie, les discours. En fait,
Alors, Marc me demandait comment on faisait. Je dis, bon, à l'époque, j'étais jeune, mais ça fonctionnait mieux. Mais c'est vrai, le dimanche, on se regroupait, il fallait écrire ça rapidement. Le lundi, il fallait taper. Je vois une petite dame qui se cache là-bas, qui est Madame Marlène Ducreux, qui d'ailleurs a été saluée dans les mémoires de Gérard Roder. Et bien, tous ces gens-là, ils travaillaient, ils tapaient, ils écrivaient. Et au plus tard, lundi soir, l'imprimerie municipale sortait votre de cahier de bout. Mais je le dis du fond du cœur, non pas comme historien, il mérite beaucoup mieux. Il faudra trouver à un moment donné comment donner aux Cayennais cette vision d'un homme politique humaniste, généreux et tunatique. Diplômé. Il a tout fait. Il a fait le brevet élémentaire, le brevet supérieur de capacité. Gérard n'est pas arrivé comme ça, au hasard. Il n'a été propulsé par personne. Tout a été fait à la sueur du front, à la sueur du travail. Voilà, j'ai dit. Alors, merci, messieurs les conférenciers. Alors, l'heure est maintenant venue de donner la parole au public. Donc, cher public, si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages peut-être, le micro vous est donné, le micro vous est tendu, donc c'est à vous. Des réactions peut-être? Très bien. Je viens tout à l'heure là, c'est l'élection de la radio de la semaine, on va écouter la radio. Moi, j'ai voulu parler du Rocré, que j'attends pas les rappels, les autres, à des vagabonds, qui étaient arrêtés là. À des vagabonds, parce que, comme j'ai dit sur les radios, jusqu'à 51, mais j'ai un papa qui me racontait tout. Nous étions comme ça, papa et moi. Des archives, bien sûr. Monsieur Holder, je ne l'ai pas connu, mais j'ai suivi son histoire. Je dis à la famille, bravo, vous avez un homme digne, parce qu'il aurait pu entraîner pas mal avec lui dans la prison, c'est les autres devaient y aller. Il n'a jamais ouvert sa bouche jusqu'à la fin. Quand on ne trouve pas carré des voyous, mais ils ont payé. Ils ont fait du mal à ce pays-là, ils ont sali M. Holder. Il a arrêté. Il est toujours désormais, c'est bon. Et bon, mais je ne suis pas des fois des hommes. Sinon, par exemple, d'accord à ses filles, il le sait. Quand le fils de M. Holder, je lui ai dit, emmène-moi le livre de ton papa, il me l'a emmené. En tout cas, mon père est toujours à la de Holder. C'est lui tout le qu'il a à la maison. Il a dit la seule personne qui n'aime pas, c'était Robert. C'est écrit dans le livre. Malheureusement, pour les nations, pour les autres, vous êtes laissés pour la mairie de Cayenne, ça dépend. Donc, ces gens du PSG qui ne méritaient pas, ils ont tout payé. Quand je regarde l'immeuble d'Ernest Prévost, je me demande qui paie les impôts de cet immeuble. Mon gars, ça n'a pas votre bouquin qui a payé ça impôt. Qu'est-ce que vous comptez faire? Madame le maire, c'est tout à côté de qui te parle. Rodolphe et Antoine, qu'est-ce que vous comptez faire de cet immeuble? Parce qu'il y a une propriétaire à Doyle qui a vu sur les chambres, nous sommes occupés des SDF, il y a une chambre qui est de 180 € et lumière. Qui paie les impôts? Parce que moi, on va payer 5 000 € d'impôts pour Avenue Voltaire. On a droit à la parole. Qui paie l'impôt de cet immeuble? 64 rasés, ou 64 remettez à son fils le bâtiment. Que comptez-vous faire avec ce bâtiment? Un de ses fils n'est pas dans son nom. Motivouga, mais pas là, Motivouga. Il n'avait dit que c'était à son nom. Non, c'est resté au nom de Dieu. Oui. Non, tu peux.
cet immeuble n'a jamais été l'immeuble de Gérard Older ou de ses fils. La population de Cayenne, dans sa diversité, je dirais, a décidé, non, je dirais, parce que moi j'ai passé une bonne partie de ma vie, de ma jeunesse, à dire aux gens que cet immeuble n'appartient à aucun membre de la famille Older. Et jusqu'à présent, on trouve toujours des gens pour dire que c'est l'immeuble Older. Ça n'a jamais été l'immeuble Older. Oui, mais je passe tout mon temps à le dire. D'accord, mais les gens retiennent que ceux qui ont envie d'entendre. D'accord. Alors pour poursuivre, je voulais dire à Rodolphe Alexandre, parce qu'un jour, lors d'un voyage, je suis allée à la Barbade et je me suis rendu compte qu'à la Barbade, il y avait pléthore d'Older. Donc, en revenant, même des évêques, en fait, tout, j'avais l'impression que la Barbade, c'était Older, que les gens portaient. En revenant, j'en parle à mon père, qui me dit que peut-être que son père est sorti de la Barbade et venu un moment à Sainte-Lucie, mais on n'a pas de preuves tangibles pour dire qu'effectivement, il est de Sainte-Lucie, parce que il y a très peu de Sainte-Lucie portant en Older, alors qu'à la Barbade, vous allez, vous ouvrez le bottin, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors, s'agissant de ce que je voulais dire hier, de ne pas avoir rendu visite à Gérard Older à la maison de l'Énergie. Jamais fait la vérité, une loisirs, puisqu'on s'explique après, sauf que nous avions fait la demande. Nous n'avons jamais eu d'autorisation. Très peu de personnes ont pu rendre visite à Gérard Older en dehors de la famille, mais parmi les élus, c'était presque mission impossible, parce qu'ils pensaient qu'il y avait des connivences entre nous et Gérard Older. Même la famille, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'au-delà de Rodolphe Alexandre, il y a M. Saint-Pierre, je lui suis reconnaissante parce que je sais qu'il s'est mouillé la chemise pour mon père, enfin pour M. Gérard Older, il s'est mouillé la chemise. Et puis on avait quelqu'un qui était à côté de lui, c'était M. Larcheville aussi, qui lui a pris un billet, est allé en pensant qu'il aurait pu le voir. Je sais que ça ne s'est pas fait, mais voilà, les personnes dont j'ai souvenir qui ont fait une démarche. Concernant le parti, je n'en sais rien, puisque je n'étais pas au fait des démarches du parti, mais concernant ces personnes-là, voilà. Je vous remercie, madame, pour votre prise de parole. Monsieur Rodolphe Alexandre, vous voulez prendre la parole? Je suis juste pour deux éléments. Oui, la première, c'est vrai qu'il était très compliqué de voir Gérard Older en prison. Mais Marlène est discrète. Elle vous dira que les réseaux qui ont été créés à la prison de Frédéric et que les prières qui étaient envoyées, les prières, les neuvaines, des choses comme celle-là qui passaient par des quartiers intermédiaires et autres. Mais ce n'est pas ce qui a fait mal à Gérard. Permettez-moi. Ce qui lui a fait mal, c'est le retour, c'est la distanciation, c'est l'oubli. Et nous étions très peu à l'ex-Virail, très peu à aller chez lui, à aller le voir, apporter un soutien. Alors, quand tu parles de la maison, c'est une affaire sombre. Ça n'a rien à voir, la famille n'a rien à voir. C'est même le crédit agricole qui avait acheté le bâtiment. Parce que je me suis retrouvé un jour dans une histoire lugubre. La famille Chacaria avait acheté un appartement en défiscalisation. Et Raymond était un ami. Et Raymond et sa femme ne comprenaient pas que nous ne puissions pas intervenir. Donc quand je me suis mis à interroger par-ci, par-là, j'ai appris que le patron du Crédit Agricole avait été arrêté, mis en prison,
J'ai appris que la plupart des personnes avaient été plus ou moins remboursées ou indemnisées. Et puis, bon, ben, le bâtiment, je ne sais pas. À un moment donné, Chauvier de la City voulait acheter le bâtiment pour en faire quelque chose de logement social. Mais ça n'a rien à voir avec la famille. Et c'est là où c'est pénible. Parce que la rumeur finit par l'emporter sur le bon sens et sur la raison. Et donc oui, il faut arriver à faire cela. Et je conclus, parce que bon, il faut qu'on passe pour voir les bonnes choses qui ont été réalisées. L'affaire Bakary, on n'a pas échangé, Antoine et moi. Mais vous savez, avec le temps, avec l'expérience, moi j'ai vécu l'arrestation d'Élie Castor. La personne ici qui peut dire ce que moi j'ai vécu. Quand on est venu me chercher au Conseil général, et que tout le monde a fui, tout le monde a couru, et que nous, Portos, Bakou et moi, nous étions prêts à nous battre s'il le fallait avec les policiers. La phrase, l'image qui est restée, c'est qu'on voyait le policier pose sa main sur votre tête pour rentrer dans la voiture. Et je vous dirais même qu'il y avait des gens qui étaient prêts à venir incendier le tribunal. Pour des raisons X, les mots d'ordre n'ont pas été donnés, mais Gérard, c'est pas pareil. On était au conseil municipal, on attend Gérard. Finalement, c'est toi qui as levé la séance, qui vient nous mettre, alors que Gérard était en garde à vue. Et c'est le lendemain qu'on a su. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ma longue fonction, j'ai rencontré un préfet à l'époque. Je garderai son nom parce que j'espère un jour pouvoir l'écrire. Et ce préfet me dit, mais vous ne savez pas quelle affaire on a vécue depuis l'arrestation de Gérard Roller. Il y a eu Gérard, il y a eu Castor, Boulia qui est passé à travers le filet, Léon Bertrand est passé à travers le filet, et ils ont tout fait pour pouvoir tenir Ottilie, et il n'a pas réussi. Amchi est passé pour autre chose. Mais à l'époque, je le dis en mon âme et conscience, j'espère un jour pouvoir le prouver, il y avait véritablement au sein du Parti socialiste de France la volonté de casser le pays. Parce que tous les accords qu'on a pu établir, et j'en ai participé à pas mal avec Ottilie, tous les accords ont toujours échoué. Et donc, quelque part, malgré les choses, les Jospin, les Roucas, quelque part, il fallait à un moment donné mettre fin, on va dire, à la vieille ossature du Parti socialiste de l'Union, notamment le début du PSG. Et moi, je pense qu'un jour, il faudra qu'on puisse travailler là-dessus, parce qu'il y a une page qu'il faut réhabiliter, c'est-à-dire qu'on a parlé de l'affaire Gallo, on a parlé du procès de Nantes, mais parfois de Paris, on peut créer, faire, défaire des mairies, voire des hommes politiques, des femmes politiques. Merci, M. Alexandre. Je fais la parole tout de suite à M. Paulin René. Merci. Avant de venir à cette conférence, j'avais un peu de doute, un peu de frustration. Je passe à la tête Sarkozy. Et après avoir écouté ces brillants orateurs, je me rends compte qu'à droite comme à gauche, dès qu'on attaque un homme politique, c'est forcément une erreur judiciaire. Rodolphe Alexandre a parlé d'une possibilité de faire une thèse ou un travail sur Gérard Horner. C'est pas la peine. Gérard Horner est le seul homme politique à avoir écrit son autobiographie. C'est le seul. Et c'est le seul à avoir été vraiment le plus sincère dans les choses dont on ne parle pas. D'abord, on vient de parler de l'histoire de la prison. C'est vrai que dans le livre, il regrette que quand le camarade Caram et La Fontaine m'ont écrit, ils ont été plus sensibles sur le cours de leur séjour en France. Ils étaient venus conduire en prison. Car on n'a rien à cacher. Concernant maintenant la politique, Gérard Horner que j'ai rencontré, parce que j'avais commencé une biographie pour lui,
il m'avait appelé en disant, au moins avec moi, il n'y a pas de problème, il sait que on n'est pas du même mot. J'en connais aucune. Et j'ai remarqué, il m'a publié bientôt, qu'il avait une sorte d'aigreur de la politique. Il le dit dans son livre. Au cours de ce chapitre, je dirais que je suis en train de politique par hasard, j'en suis sorti sans elle ni regret, mais avec un dégoût de ce milieu miné par la jalousie, l'hypocrisie et la méchanceté. Voilà. Et cerise sur le gâteau, en quatrième de couverture de son livre, il a osé faire une chose que personne dans le monde politique n'a osé. Je ne vais pas le dire par respect pour la famille qui est là, mais c'est quand même le seul politique à avouer. Il a une maîtresse, etc. etc. C'est écrit dans son livre. Lui-même le dit. Bon, alors, les propos de Gérard Renner choquent un petit peu avec les propos de notre ami Rodolphe Alexandre, parce que je viens de ces conférences. Et après son discours, j'étais toujours tenté de lui dire, donne le rapport au Vatican parce qu'il va être béatifié. Et quand on l'a entendu tout à l'heure, c'est pareil. Malheureusement, le Vatican fait une enquête et il avoue lui-même un certain nombre de péchés seuls qui rend l'homme très pauvre. Il a connu, il a vécu, il a été sur les fronts, il a été faiblesse sur tout le monde. Mais sa force, c'est d'avoir avoué sa faiblesse dans le livre qu'il a écrit. Donc, pas besoin de faire le test, il en a fait une déjà. Merci beaucoup, Monsieur Brunet. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Patrice Cataillé. Merci. Bonsoir à tous, Patrice Cataillé, secrétaire général du Parti Socialiste depuis 2 ans et 3 mois maintenant. J'avais besoin de répondre à des questions, des interrogations qui viennent d'être émises tout à l'heure. Alors, sur la situation du bâtiment qu'est le Parti Socialiste Guyanais, que l'on appelle maintenant l'espace Justin Cataillé, nous avons des dettes, c'est vrai, depuis un certain nombre d'années, des dettes conséquentes, mais depuis 2 ans où j'ai récupéré le bâtiment, aujourd'hui, tout le monde peut constater que le toit qui existait depuis plus d'une trentaine d'années a été entièrement refait, qu'en ce moment on est en train de passer à l'isolation et que dans les mois à venir, on espère pouvoir faire ce qu'il faut pour que le bâtiment devienne rentable. Donc Guéguette, ne t'inquiète pas, on est en train de travailler, on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de sous, d'ailleurs je lance la perche, pour ceux qui voudraient bien aider le bâtiment et le Parti Socialiste Guyanais, on est preneurs sur des dons, mais nous travaillons activement pour que ce bâtiment-là revive. Il n'est pas squatté, si vous passez aujourd'hui, les herbes sont coupées, et on fait tout pour que ce bâtiment revive. D'ailleurs, la rentrée politique du Parti Socialiste Guyanais sera faite à l'intérieur. Voilà, je vous remercie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à parler de cela. Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis une retraitée de la ville de Cayenne, de la mairie de Cayenne, embauchée par M. Gérard Renner. Lui-même, d'ailleurs, il recevait le personnel de l'embauchait lui-même. Et la chose qu'il nous disait, et que j'ai gardé jusqu'à maintenant, Madame le maire, puisque je vous appelle souvent, c'est à partir, nous étions deux, nous avons été embauchés en même temps, vous et moi, à partir d'aujourd'hui, vous êtes les yeux les oreilles dans la vie. C'était un employé de la Guyanais. Voilà. Non mais attends. Je te parle des employés. C'est ce qu'il nous disait, enfin moi, quand il m'a embauché, et nous étions deux, il nous a dit à partir d'aujourd'hui, il a fait un discours sur ce que nous devons être dans sa mairie, en tout cas Jean, et puis il nous a dit à partir d'aujourd'hui, vous êtes mes yeux et mes oreilles. C'est ça
Et la deuxième chose, c'était, comment on appelle ça, Miguel? Pas la discrétion, non, le secret professionnel. Secret professionnel. D'accord? Il y avait ces deux choses-là qui étaient très importantes pour lui, que cet agent soit partie prenante de toute l'action qu'il faisait sur la ville et que les agents qui travaillaient avec lui devaient fermer leur bouche sur certaines choses administratives. Voilà. Moi, j'ai été employé 42 ans à la ville de Cayenne. D'accord? J'ai fait presque toute ma carrière là. Avec Antoine, moi j'ai passé 30 ans au service des sports et à la culture, j'ai fait quelques années. Et je peux vous dire que il n'y a pas un endroit où vous passez dans la ville, il n'y a pas un bâtiment, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été fait par Gérard Leclerc. Et moi je le dis clairement à tout le monde, à tous les maires. Je n'ai pas été longtemps avec Rodolphe, mais Madame le maire, tout le temps je lui dis, monsieur Leclerc, il va toujours rester de mon côté. Parce qu'il nous a appris à travailler, il nous donnait notre chance, parce que nous étions jeunes. Nous étions jeunes, il aimait ça, la jeunesse, qui avait décidé. Alors vous allez voir votre chef, vous lui dites, bon, j'ai ça, je voudrais machin. Si moi j'avais eu un chef comme Roger Caral, qui m'a dit, va défendre ton projet, le président. Comme moi, allez, vous t'es père. Il dit, moi, je ne peux pas vivre le père. Allez, parle. Et à la fin, il m'a dit, c'est bon, va voir ton chef et mets en place les choses. Tu es là, et tu prenais là-bas, il y allait là, c'était comme ça que ça fonctionnait. Nous, on avait la parole, on était imprégnés de, quand je dis nous, les agents de la collectivité, nous étions de la mairie, on disait avant, on était dans la collectivité, nous étions imprégnés du programme, du projet de la ville. Et nous portions la ville en nous. Nous portions la foi, je suis cayennaise, jusqu'à ma mort, je serai cayennaise. Nous portions tous les projets du maire en nous. Tous les projets, d'ailleurs, il donnait la possibilité de proposer des projets, les chefs de service, les agents et tout. Voyez? Et c'est vrai qu'il était vraiment tout ça. Le sport, c'était important pour lui. La culture, c'était important pour lui. L'éducation, c'était important. Tout était important pour lui. Tout. Et puis, je vais terminer par une jolie chose, parce que c'est joli. Un jour, il a décidé qu'il va donner des terrains à ses agents. Enfin, il va leur vendre à vil prix. Parce que moi, j'ai acheté un terrain, un hectare. C'était donné à l'époque. Il a décidé que Bonhomme, là, il a partagé, il a dit, bon, voilà, il y a des terrains, les agents n'ont pas servi. Si vous faites la demande, vous avez les terrains. D'ailleurs, à Bonhomme, il y a eu plein d'agents qui ont eu du terrain. Et ça nous a permis d'acheter et de faire notre maison. Moi, si j'ai ma maison là depuis 37, 39 ans, 40 ans, c'est grâce à Gérard Leclerc. D'accord? Et moi, quelqu'un qui permet moi de dire, c'est. Je ne connais pas le péché. Je ne connais pas le péché. Je ne connais pas le péché. Bon, je ne vais pas te répondre. Monsieur le maire, Gérard Leclerc, moi je n'étais pas au péché, moi, nous a dit, si vous voulez un terrain, voilà, Bonhomme, Jean-François, Pascal, Césaire, et enfin, tout là, comment ça s'appelle là, le sud-ouest, tu verras, il y a beaucoup d'agents de la collectivité qui ont acheté un terrain, mais vraiment à prix dérisoire, pour pouvoir faire notre maison. Et je peux dire que je suis très contente quand vous habitez à Bonhomme, et monsieur Rodolphe Alexandre, une fois que vous l'avez dit, vous êtes venus, mais nous sommes l'État dans l'État. Nous sommes dans l'État et c'est nous qui commandons dans la ville de Cayenne à Bonhomme. Je me souviens, c'était pour l'abolition de l'esclavage. Voilà comme avait été en place. Donc, monsieur le maire du Marocain, il va toujours rester dans mon cœur. Toujours. Parce qu'il a beaucoup fait pour les Cayennais, même pour la Guyane, je suppose. Mais pour les Cayennais, pour nous, c'était vraiment un maire qui était à l'écoute et qui nous aidait. Voilà. Juste notre intervention concernant cette salle de délibération. On oublie d'en parler,
il a été à l'initiative de Gérard Rodner de faire ce qu'elle est. À l'époque, elle était considérée comme la plus belle salle de délibération de France et de Navarre. D'accord? Bon, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais c'était à l'initiative de Gérard Rodner. Une chose pour laquelle je veux aussi intervenir, Madame le maire, c'est pas vous. Il y a eu d'autres maires avant vous. Souvent, je passe dans les rues et j'ai tendance à me dire, je dis à mes frères et sœurs, mais c'est pas possible. Ce monsieur Gérard Rodner, il a fait quelque chose à quelqu'un. Je vois des noms que je ne connais même pas. Des noms qui sortent de je ne sais pas d'où, qui portent le nom d'une rue. Monsieur Gérard Rodner n'a aucune rue, donc Cayenne, qui porte son nom. Grâce à M. Portos, je ne sais pas, il n'était pas tout seul, mais je sais que le collège Gérard Rodner était à son initiative. Il a œuvré avec d'autres personnes pour que ce collège porte le nom de Gérard Rodner. Aujourd'hui, il y a un centre de la petite enfance qui portera son nom, qui porte son nom. J'attendais sincèrement, je me suis dit, si cet établissement ne porte pas le nom de Gérard Rodner, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il s'est battu pour ce terrain-là. Il s'est battu pour faire ce qu'aujourd'hui c'est beau. Avant, il existait un immeuble qui n'avait pas en Guyane. Il a créé, vous en avez fait quelque chose de meilleur, de plus beau, j'en sais rien. Mais ça, c'est aussi le combat de Gérard Rodner. La piscine municipale, c'est le travail de Gérard Rodner. Il est à, je ne sais pas où il est allé, quand il est revenu, il a dit qu'il veut une piscine avec des bassins, c'est grâce à lui. Alors je ne comprends pas qu'aujourd'hui, je vais le dire même, aucune rue ne porte le nom de Gérard Rodner. Il y a des gens qui sont, je ne dis pas que les Indochinois, les esclaves, les ceci, en fait tout ce qu'il y a, ne doivent pas porter le nom de quelqu'un. Mais celui-là, il a trop lutté pour sa ville Cayenne pour qu'aucune rue ne porte le nom de Gérard Rodner. Voilà. Bonsoir à tous. Juste un témoignage, parce que moi j'ai connu d'abord Gérard Rodner, directeur d'école, puisque j'ai été scolarisé à l'école Aymar à la Carnet, et j'avais le bonheur de voir notre directeur tous les jours présent à 17h, on dit même qu'il était maire de Cayenne. Un souvenir que je garde de Gérard Rodner, c'est en 2007. En 2007, je me présente, est-ce que tu as un peu aux élections législatives, et j'ai un directeur de campagne à l'époque, après les élections législatives, qui me dit, il faut que tu rencontres Gérard Rodner. Je dis oui, ça fait peut-être partie des seuls élus que je n'ai pas rencontrés en tant qu'élu dans le pays. Et à ce moment-là, on discute à bâton rompu, je vais le voir dans sa résidence sur la route des plages, c'est ça? Montjoly, exactement, Montjoly. Et on discute. Puis je lui dis, mais monsieur le maire, comment expliquez-vous qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné? Parce qu'on a des élus qui étaient brillants, on a des élus, etc. Je veux comprendre. Toujours dans l'humilité de l'action publique. Et puis on discute, il ne répond pas vraiment à ma question. Et puis il me dit quelque chose qui va me servir pour toute la vie politique que j'ai jusqu'à présent. Il me dit, vous avez un parent, il vous demande d'embaucher son enfant, vous l'embauchez. Ça se passe très bien, il est content. Vous lui demandez, il vient vous demander en tant que mère d'embaucher son deuxième enfant. Vous l'embauchez, je parle souverain de ceux qui ont parlé avec lui. Vous l'embauchez, il est content. Le jour où vous dites que vous ne pouvez pas embaucher son dernier enfant, cette personne a oublié tout ce que vous avez fait pour elle. Mangez bien. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, moi qui un jour serai dans la vie publique, il faut que je m'en souvienne.
C'est-à-dire, quel que soit parfois ce qu'on fait en politique, on n'a jamais fait assez. Deuxième chose, je veux dire que j'ai de la chance, on parle de Marlène, mais je veux me souvenir aussi de Nelly. Ah ben voilà. Nelly a commencé avec paix à son âme. Elle a commencé avec monsieur le maire à l'école Edmard Malacarnet. Je parle sous votre couvert. Je vous ai connu, je vous ai vu. Madame Liliane Holder m'avait fait mon premier stage à 19 ans, la mairie de Cayenne. Et vous m'avez connu. Centre de vacances, loisirs. Je me plais à dire que je suis un enfant de cette collectivité-là. Et madame la maire, j'exprime tous les jours ma fierté. Vous savez, dans le conseil municipal, je suis le seul petit-fils de femme de collectivité, en l'occurrence, qui a travaillé à la mairie de Cayenne. Monsieur Karam disait, tout à l'heure, il parlait de l'école Eliette d'Anglade. Ma grand-mère a commencé en tant que chef de cuisine à l'école de Bonhomme avec madame d'Anglade. Première école bâtie par Gérard Holder, 1980. Et tous les jours, quand je me bats dans cette collectivité, je pense souvent, parce que nous, on a grandi à la maison en entendant ces femmes qui nous racontaient l'histoire de la collectivité. C'est pour ça que je suis content d'accord, je dis souvent à Madame le maire, mon collègue Madame Intel, j'ai grandi avec Madame Intel, j'ai vu Madame Intel, Madame Holder, il y a, vous pouvez le dire, m'avait vu petit, sillonner les services de l'environnement, etc. C'est dire que cet homme, le maire de Cayenne, a eu un impact. Et souvent, quand je passe au rond-point de Mirza, que je vois ces trois hommes tenir, ben voilà, Gérard Holder, la pyramide, Gérard Holder. Et puis enfin, Madame le maire, je veux quand même rendre un peu hommage à nous les conseillers municipaux actuellement, dans cette configuration-là, les conseillers municipaux dans cette configuration, où nous avons acté il y a 3 semaines, je pense sur votre couvert, le principe de construire un collège sur le canton sud-est de la ville de Cayenne. Et il y a un nom qu'on n'a pas cité ici, qui a eu le temps de sillonner avec Gérard Holder, M. Serge Bafo. M. Serge Bafo était conseiller municipal sous Gérard Holder. Et il nous a dit, de mémoire, puisque nous installons aussi un paddle, de mémoire de conseiller municipal, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas occupé de ce canton sud-est comme nous essayons de le faire. Et je suis extrêmement heureux de savoir que nous appartenons à une majorité qui va réinvestir cette partie du territoire de la ville de Cayenne qui longtemps a quand même été mis de côté. Je ne veux pas parler du mot délaissé, mis de côté pour des contraintes budgétaires, pour d'autres contraintes, mais qui de fait, dans l'action publique, a été mis de côté. Voilà, c'est vraiment ces images-là. Et quant à l'EMA, où il s'est battu pour avoir ces terrains-là, ils sont tellement précieux qu'on se bat pour qu'ils restent encore dans le giron du conseil municipal. Mais en tout cas, c'était un bonheur, moi, vraiment. J'appartiens à cette génération qui a grandi sous Gérard Holder. Et aujourd'hui, que moi-même je suis conseiller municipal, je garde en tête la nécessité de l'efficacité de l'action publique. Je vous remercie. Merci à vous de avoir fait partie. Eh bien, vous avez le dernier à prendre la parole ce soir, parce que nous arrivons déjà au terme de cette soirée. À vous, monsieur. Alors, merci. Je ne souhaitais pas cet honneur-là, mais bon, je le ferai avec grand plaisir. Alors, merci à M. Antoine Caral, également merci à M. Rodolphe Alexandre de nous donner ces parts de savoir, d'histoire, etc. Alors, moi, ma question va peut-être choquer certaines personnes, mais bon, pas de problème pour moi. Monsieur a parlé d'une construction faite sous la mandature de M. Voilà, dont on parle aujourd'hui, et je n'arrive pas à comprendre l'objet de cette construction en tant que citoyen, en tant que Guyanais. Parce que moi j'appelle ça, et je vais vous choquer, mais c'est pas grave, le rond-point des 3 couillons. Vous avez 3 individus
issus de 3 races différentes. Un porte un t-shirt, c'est un blanc. Les 2 autres sont torse nu. Et qu'on ne dise pas que c'est une coupe de l'époque coloniale, c'est une coupe Adidas, très moderne. Je me suis arrêté, j'ai regardé. Ces 3 individus se tournent le dos. Comme dans un couple, comment voulez-vous avancer? C'est vous tourner le dos. Et ce que j'arrive toujours pas à comprendre, et M. Alexandre l'a dit, et je le savais déjà, il supporte un objet qui est très guyanais, intrinsèquement, profondément très guyanais. Donc cette statue qui s'appelle les 3 races, officiellement, qui a été faite dans les années 85, pour moi, elle montre la non-volonté d'aller tous ensemble dans la même direction. Et je n'arrive pas à comprendre, en vous écoutant, messieurs et dames, parler de M. Holder et de tout ce qu'il a fait, et j'apprends des choses de façon très agréable et très positive ce soir, grâce à vous. Mais je ne comprends pas que dans toute la philosophie, il n'y ait pas quelqu'un qui ait dit à un moment donné, mais pourquoi on met ces 3 hommes qui se tournent le dos et qui portent quelque chose qui n'a rien de guyanais. Et une autre personne historienne qui récemment également a été invitée sous les membres de la préfecture de la mairie de Cayenne, Madame Ofonchoa Choucoutou, avait dit une chose similaire également avec un autre monument, également symbolisant la liberté, mais où 2 individus sur un rond-point à Rémire se tournent également le dos. Si. Le rond-point à Adélaïde-Tablon, les 2 statues se tournent le dos. Donc voilà, j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, de vos parts, messieurs et mesdames, une explication sur cette construction, parce que moi, à chaque fois que je passe devant, j'ai vraiment cette interrogation et je ne comprends pas pourquoi on a fait ce monument-là. Alors, je m'excuse si ça choque, mais à Consamoyer, on a demandé de mettre tout ça avec. Le Messie. La statue avec la pyramide, j'étais conseiller municipal, le maire étant Gérard Regard, donc je l'ai approuvé comme chassou. La deuxième statue, dont vous dites qu'elle se tourne le dos, d'abord il faut savoir pourquoi on l'a construite et pourquoi on l'a construite là. Peut-être que tu te souviens, Jean-Marie, à Place Selcher. C'était un homme superbement bien habillé, qui montrait l'horizon et la mer à un petit esclave, naturellement tout petit. Nous nous étions jurés, avec notre ami Alain Thiernon, d'échouer cette jeune sœur. Faites votre enquête, vous saurez qui un jour l'a fait disparaître de la place Selcher, parce qu'on n'enlève pas comme ça une statue du jour au lendemain, vous savez comme nous. Sauf que la statue des marrons de la liberté, c'est tout un symbole, parce qu'il y a une colombe, il y a la paix et tout, et il ne se tourne pas le dos. Chacun regarde vers son horizon. Et il y a un symbole. Et normalement, cette place aurait dû s'appeler Statue des marrons de la liberté, mais elle est devenue Adélaïde Tablon, qui a été une femme qui en 1898 s'est battue contre les gendarmes et a répression. Donc, je peux dire, il n'y a pas eu de volonté de pouvoir exclure qui que ce soit. Il y a eu une volonté, comme aujourd'hui, on a vu par la suite, les chaînes brisées qui représentent un symbole très fort dans le combat mené dans la lutte contre l'esclavage. Voilà la réponse que je t'apporte. J'étais comme toi conseiller municipal quand on a approuvé la statue. Je crois savoir que c'est Roland Berry à l'époque qui avait fourni la statue en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas si c'est pas Jean-Paul Lecomte qui avait dessiné, mais contrairement à toi, je ne vois pas de relation, on va dire, de couillonnade. Moi, je vois la première approche de la créolité apportée par Gérard Regard.
c'est-à-dire le nègre, issu de l'Afrique, l'amérindien autochtone, et à côté, voilà. Donc, premier symbole de la créolité. Et quand tu dis qu'il se donne le dos, non. Il faut reprendre l'équerre et le combat pour comprendre le symbole, à mon avis, qui est un symbole où chacun donne, pas seulement maçonnique, c'est trop facile, pas seulement maçonnique, du symbole de l'individu. Je regarde à l'ouest, je regarde à l'est, je regarde au nord, et donc j'ai la vision pour contrôler l'entrée de la ville. Alors c'est vrai qu'en haut, il y a une pyramide. Gérard a été maçon. Je peux dire que Robéry en était un également, mais je ne suis pas certain. Aujourd'hui, tout le monde pense à la franc-maçonnerie. Moi, je pense que c'était l'approche de la créolité, parce qu'il me semble qu'un an ou 2 ans après, Gérard avait fait une grande manifestation culturelle autour de la créolité qui avait été dirigée par Roger Caron. Voilà. Mais ta réflexion, comme beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même la première fois, à part. Alors, si vous voulez un monument maçonnique, eh bien, c'est le monument qui est aux environs du marché de Cayenne, qui a été construit à la demande du maire Baculard. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Madame le maire, il faudra revoir un peu le tableau. Le maire Baculard, qui était franc-maçon, voulait absolument que l'on puisse rehausser la valeur et l'impôt de sang de tous ces soldats qui, pendant la Première Guerre mondiale, sont revenus soit morts, soit estropiés, soit malades. Et donc, la ville de Cayenne a détaché une parcelle où ils ont érigé une statue grâce à la souscription portée au niveau de la ville de Cayenne et des loges. Ça, c'est véritablement un symbole que je peux te donner quelques documents qui expliquent le cube, etc. Mais pour le monument de Cayenne, je ne suis pas certain. Je pense que là, il y a 2 maires, hein. Il y a 2 maires. Parce que tout à l'heure, Paulin, bon, il faut regarder les choses dans leur contexte. Il y a 2 hommes qui, à mon avis, ont apporté une évolution certaine sur la pensée créole, sur l'émancipation, la sortie de l'assimilation. Gérard, c'était manifeste à travers la fête de Cayenne où chaque année il y avait un festival. Il y a eu le côté latine, la musique latine, il y a eu des choses qui ont été faites. Et puis Roumiac, vous savez, je ne suis pas un fan, mais moi je pense dire des vérités, en tout cas, qui sont vérifiables. Le premier qui a fait un plan d'aménagement de sa ville, c'est Roumiac. Personne, c'est Roumiac. Qui explique qu'à Matoury, il y a un lionnage, il y a des villes-quartiers. Il y a un rassemblement, il y a véritablement une transversale. Gérard, lui, c'était, Antoine l'a bien dit, c'était la conquête, c'est le mot qu'on voyait, la conquête des marécages, des palétuviers, la conquête de cette humaine. Pourquoi? Parce que tous les Saint-Luciens, les Balatistes, ceux qui avaient fait le roche aurifère, ça avait échoué, ils sont revenus vers la ville. Et donc, plutôt que d'avoir un enrôlement, on va dire, bidonvillisé ou d'habitat fortuit, lui a préféré organiser. Et ce qu'a dit tout à l'heure Madame Boclade, c'est exact. Madame Rival, mais à quoi ça pourrait être depuis tout le monde? Madame Rival, c'est vrai, il avait préparé un plan pour que les fonctionnaires puissent avoir accès aux fonciers. Et donc, nous, Pascaline, Jean-François, mais on va piocher dans l'idée. Je vais appeler Jean Roland pour savoir, ou si Madame le maire peut demander au service des archives de faire des recherches sur les premières maquettes, et peut-être qu'on pourra comprendre aujourd'hui la signification de cette statue. Nous sommes donc arrivés au terme de cette soirée. Je vous prie, Madame le maire, je vous en prie. Je vous cède le micro. Je ne serai pas très longue. Je voudrais juste remercier M. Antoine Caral et M. Rodolphe Alexandre pour la présentation de cette conférence et toutes les interventions, toutes les personnes présentes. Et je voudrais dire à la famille Albert, j'ai entendu. J'ai entendu. Je vais vous laisser. Madame James, je vais finir mon propos. J'ai entendu.
Et ce que vous avez dit est tombé dans une terre fertile, pas dans une terre stérile, dans une terre fertile. Et avec les membres de ma majorité municipale, nous prendrons le temps de pencher sur cette demande juste. On fait en sorte, dans une réflexion, et à travers tout ce qui a été présenté par M. Karam et M. Rodolphe Alexandre, et surtout toute la présentation faite par M. Karam sur cette façon d'appréhender, de construire, de conquérir la ville. Je pense qu'avec aussi sa famille, nous agirons en ce sens. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse Merci donc à la